La règle, c'est t'achètes un appart, il y a ton nom sur les papiers chez le notaire, il y a ton nom sur le crédit à la banque et il y a un compte joint dédié et tu rembourses ta part. C'est ça la règle, en priorité. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. 48% des femmes en couple n'ont pas les moyens financiers de quitter leur foyer selon une étude IFOP d'octobre 2025. 48%. Ce chiffre a de quoi faire trembler. Et c'est par là que je voulais commencer. Non pas pour parler de séparation, mais de couple et même d'amour. Parce qu'une femme sur 2 qui ne peut pas partir, c'est autant de femmes qui risquent de rester pour de mauvaises raisons. Et si on prenait le problème à l'envers, et si construire son indépendance financière, c'était justement un acte d'amour pour soi et pour son couple. Choisir de rester quand on peut partir, c'est aussi la preuve d'un lien choisi, libre et équilibré. Pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Héloïse Boll. Vous la connaissez peut-être via son compte Instagram, Oseille et compagnie, ou ses livres, Les bons comptes font les bons amants, ou Haute une citoyenne, qui est paru dernièrement, qui a été coécrit avec Insaf El Hassini. Ex-journaliste économique, aujourd'hui conseillère en gestion de patrimoine et éducatrice en finances personnelles, elle accompagne les femmes dans la reprise de pouvoir sur leur argent, et donc sur leur vie. Si comme moi vous avez fui votre déclaration d'impôt pendant des années ou jamais vraiment su ce que vous aviez sur votre compte épargne, cet épisode est pour vous. Bonjour Héloïse. Bonjour Marine. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de me recevoir. Et c'est un sujet sensible et qui nous tenait à cœur d'aborder ici. Je reviens sur ton livre, le précédent, Les bons comptes font les bons amants. Tu expliquais que chacun, j'aimais bien cette phrase, tu expliquais que chacun arrive en couple avec sa propre culture financière. Je trouve ça très intéressant de l'aborder comme ça. Pourquoi c'est important selon toi d'en parler tôt dans une relation de ce rapport à l'argent et comment on amorce cette discussion justement? Alors oui, on arrive tous et toutes dans une histoire d'amour avec ou dans n'importe quelle histoire d'ailleurs, avec nos sacs à dos, nos passifs, nos histoires. Et je vais faire un cliché, mais il y a des familles dans lesquelles on n'a jamais parlé d'argent, alors même que c'est pas nécessairement un problème. Il y a celles dans lesquelles on n'en a jamais parlé, même s'il y en avait peu. Il y a celles dans lesquelles on en parle tout le temps, plus souvent parce que d'ailleurs c'est quand même une préoccupation. Puis il y a celles dans lesquelles on en parle régulièrement et sans difficulté, alors que ce n'est pas un sujet forcément difficile. Donc il y a toute une variété de cultures familiales sur la façon de traiter l'argent. Et puis après, il y a ta façon personnelle d'appréhender l'argent. Est-ce que c'est une commodité? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'apporter de la liberté pour plus tard? Est-ce que parce que tu as eu des problèmes financiers quand tu étais petite ou dans ta famille, tu as besoin d'un coussin de sécurité très élevé, très fort pour te sentir vraiment à l'abri? Enfin, on a tous, il y a beaucoup de traumas aussi autour de l'argent. Je connais pas vraiment une personne en réalité pour laquelle ça ne soit pas quand même un petit sujet de préoccupation. À mon sens, les gens qui te disent « moi l'argent, je m'en fiche complètement » sont souvent des gens assez malhonnêtes. La difficulté, c'est où est-ce que tu mets les curseurs en fait. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui a très envie de construire assez vite, rapidement, de ne pas faire de dépenses inconsidérées, même quand il ou elle gagne bien sa vie. Et puis quelqu'un qui est beaucoup plus light, qui sur ces sujets-là, qui sans être complètement désinvolte sur ces sujets-là, peut avoir envie quand même d'avoir une part pour l'immédiat et pour les plaisirs quotidiens un peu plus élevée. On n'a pas tous la même façon de dépenser. On ne fait pas tous les mêmes choix financiers, ne serait-ce que dans la façon dont on choisit un canapé. Je me souviens de cette thérapeute de couple qui m'avait expliqué qu'elle avait reçu un jeune couple qui la première engueulade, ça s'était passé autour du choix du canapé. Parce que lui ne voulait pas surinvestir dans un canapé et elle, ou l'inverse, je sais plus, disait oui, mais en fait, si c'est pour le remplacer dans 2 ans, eh ben moi, j'aime mieux acheter un canapé cher qui va durer pendant 15 ans. Et tout ça, c'est très différent. Eh ben, c'est important de pouvoir en parler, à mon sens, le plus tôt possible. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est important de savoir où on pose ses limites à l'un, à l'une, à l'autre, et de savoir un petit peu où est chacun et chacune.
Et plus on en parle tôt, plus c'est facile d'en parler. Il y a quand même un truc, moi, dont je conseille de parler vraiment tôt dans une relation, c'est où est ma sécurité financière ? L'argent, c'est pas une fin en soi. Pour beaucoup de gens, en tout cas, c'est pas du tout une fin en soi. En revanche, la sécurité, dans la sécurité, il y a la notion de sécurité financière parce que si t'as pas d'argent, tu vas pas te reloger en cas de galère, tu vas pas te reloger en cas de désaccord ou de séparation, tu vas compter tous tes sous, tu vas être obligé de faire gaffe. Je prends un exemple très précis de femmes qui régulièrement sont obligées d'attendre le mois suivant pour acheter une paire de chaussures à leur gamin qui prend 3 pointures par mois parce que ce mois-ci, elles ne peuvent pas. Bon, c'est un exemple. Il y a plein de dépenses hyper importantes de sécurité et de confort. Non, le paire de chaussures, c'est pas du confort, c'est du minimum vital qu'on ne va pas pouvoir faire. Et donc, je pense que c'est très important de parler de sécurité financière très vite dans une relation. Alors tu dis très vite et tu parlais de logement justement. Est-ce que le moment, c'est à partir du moment où on prend un logement ensemble ? Tant qu'on n'officialise pas quelque chose, est-ce qu'on parle de nos finances respectives si on ne partage pas encore un loyer, etc. Est-ce que c'est ça le bon moment quand on emménage ensemble ? Souvent, avant de t'installer avec quelqu'un, tu vas quand même avoir d'autres petits projets en commun. Tu vas partir en voyage, tu vas partir en week-end. Certaines personnes montent des boîtes. Enfin, c'est des sujets dans lesquels, de toute façon, tu vas être obligé de te confronter à des sujets financiers. Qui va payer les billets ? Qui va payer l'hôtel ? Comment vous allez partager ? Est-ce que, alors que toi, tu gagnes 2 fois plus que lui, par exemple, vous allez payer la même chose ? Dans quel style d'endroit vous allez aller dormir ? Combien ça coûte ? Tout ça, en fait, c'est l'occasion finalement assez vite de se rendre compte un petit peu de la relation de l'autre à l'argent et de questionner ta propre relation à l'argent. Au début d'une relation, qu'est-ce que tu fais de ton argent ? Qu'est-ce que tu fais de tes week-ends ? Quelles sont tes activités ? Dans quels endroits tu vas au restaurant ? Tout ça, c'est finalement, ça te permet quand même d'avoir des petits indices et d'amorcer des discussions sur là on est d'accord, là on n'est pas d'accord et de voir un petit peu comment ça se danse. Comme tu le dis souvent, c'est une discussion qui est pas très glamour et qui peut avoir l'impression de casser un petit peu cette magie du début. Dans ton livre, tu parles d'un questionnaire de couple qui est dans le livre, je crois d'ailleurs. Il y a quoi dans ce questionnaire que chacun doit remplir ? C'est un questionnaire tout bête, c'est pour vraiment voir un petit peu comment tu appréhendes les dépenses, comment tu appréhendes ta sécurité financière, à quel niveau tu te sens confortable et en sécurité, à quel niveau tu arrives à en parler ou pas. Sachant que là-dessus, le questionnaire, il sert, si tu veux, à voir un petit peu à quel point tu es différent ou pas sur ces sujets-là. Maintenant, il y a quand même un sujet sur lequel je pense qu'il ne faut pas être naïf, c'est et pas être naïve non plus. Il y a un argument qui consiste à dire « Oui, mais chez moi, on n'a jamais parlé d'argent, donc je ne veux pas en parler. Oui, mais chez moi, l'argent, c'est un trauma, donc je ne veux pas en parler. » Ou « Oui, mais chez moi, j'ai galéré quand j'étais jeune, donc je ne veux pas en parler. » Cet argument est non avenu. Si tu t'installes avec quelqu'un, si tu pars en vacances avec quelqu'un, t'es obligé de parler d'argent. Sinon, si tu n'ouvres pas le dossier, de toute façon, quand tu n'ouvres pas le dossier, c'est que tu n'as pas intérêt à l'ouvrir. Et si tu n'ouvres pas le dossier, de toute façon, il va te claquer à la figure quelques années plus tard. T'insistes justement sur la différence entre égalité et équité financière dans le couple, surtout quand les revenus sont inégaux. Comment on répartit justement les charges sans créer d'injustice ? Est-ce que tu peux revenir sur cette notion d'égalité et d'équité ? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui commence à circuler quand même pas mal et heureusement, mais sur lequel on est toute une génération et je pense plusieurs générations de femmes à avoir été assez naïves et à avoir un peu joué contre notre camp et contre nos propres intérêts. C'est que y a cette idée parfois que dans un couple, il faut dépenser et assurer le train de vie de la famille ou du couple à 50-50. Or, quand tu gagnes exactement la même chose, ça pose pas de problème. La difficulté, c'est qu'on sait bien comment ça se passe. Dès que les enfants arrivent, les carrières des femmes sont pénalisées. Très souvent, la pression sur le fait d'avoir un peu plus d'attention parentale parce que il y a des activités, il y a des rendez-vous chez l'orthodontiste, tout un tas de trucs absolument pas marrants dont on se passerait volontiers, mais indispensables. Eh bien, toute cette charge-là, très souvent, elle pèse sur les mères.
mère, elle pèse sur les femmes. Et pendant ce temps-là, dans les couples hétérosexuels, les hommes ont des promotions, font avancer leur carrière. Et plus leur femme est disponible finalement pour gérer toute la charge mentale et absorber les chocs, les urgences, la grève de la cantine, etc., plus ils sont tranquilles en fait, et plus ils sont sereins pour avancer dans leur carrière. Et donc on le sait que l'arrivée des enfants, c'est un creusement du déséquilibre financier dans les couples, parce que les femmes sont pénalisées dans leur carrière et donc dans leurs revenus, et que les hommes avancent et continuent à tracer. À partir de là, est-ce que tu continues à faire 50-50 ? Non, ça n'est ni juste ni équitable. Sauf que il y a beaucoup de couples dans lesquels ça devient un sujet, parce que finalement, il y a plein d'hommes qui sont habitués à ce qu'on fasse 50-50. Il y a plein de femmes qui disent « moi, je veux continuer à faire 50-50 ». C'est là que je dis que quand même, elles jouent contre leur camp. Et alors, pour moi, le juge de paix dans ce sujet-là, c'est le Code civil. Le Code civil, pour les couples mariés et pacsés, dit « chacun doit contribuer à proportion de ses facultés respectives ». Ça veut dire que non, le 50-50, il marche pas. Et dans la mesure où le Code civil préconise ça pour les couples mariés et pour les couples pacsés, on peut se dire que si on n'est ni marié ni pacsé, on peut quand même retenir cette philosophie-là et se dire que finalement, on va contribuer au prorata de ses revenus. C'est quand même archi normal. Alors, une fois ça considéré, découle un autre piège qui est que je contribue à hauteur de mes revenus sur certains postes et le mari contribue sur d'autres postes. Oui, c'est ce que tu dis souvent et je trouve que c'est important de le rappeler ici, que souvent on va répartir, toi tu payes le prêt de la maison et toutes les factures et moi je m'occupe des courses, des fringues des enfants, des activités et de la cantine. Ouais, c'est la répartition genrée des dépenses qui est ultra dangereuse. Alors c'est ce que Titu Lecoq appelle la théorie des pots de yaourt, c'est ce que Lucille Quillet appelle Monsieur Voiture et Madame PQ. Enfin, en gros, il y a une tendance parfois chez les femmes à se focaliser, pas forcément de façon consciente. D'ailleurs, je pense que si elles en avaient conscience, elles feraient pas les choses comme ça, sur des dépenses qui sont des flux en fait, qui sont un col roulé qui sera trop petit l'année prochaine, toute la bouffe, les vacances, des trucs qui laissent aucune trace et qui in fine ne constituent pas de stock. Alors que quand tu rembourses un crédit immobilier, sur ta part de crédit immobilier, ok, tu loges la famille, tu contribues aux dépenses, mais sur ta part de mensualité de crédit, tu as une part de capital. Et donc, progressivement, tu t'enrichis et tu rembourses ta maison et tu as un capital. Et il y a plein de régimes matrimoniaux dans lesquels cette distinction entre les deux, finalement, si vraiment il y en a un qui rembourse le crédit, parfois je vois des exemples des couples qui sont ni mariés ni pacsés où Madame verse de l'argent sur le compte de monsieur tous les mois pour rembourser le crédit, mais c'est lui qui rembourse le crédit. Je suis désolée, c'est très périlleux. Et si c'est un conjoint qui rembourse le crédit ? Oui, si c'est un conjoint. En réalité, il faut quand même se focaliser. Il faut le faire via un conjoint. Et moi, je recommande même d'avoir un conjoint dédié pour le crédit immobilier. Où il n'y a que ça. Où il n'y a que ça, comme ça on a les traces et les preuves des paiements. Et ça doit être, quand on a des difficultés financières, le premier poste sur lequel celui ou celle qui a des difficultés contribue. Le reste est absorbé par celui qui n'a pas de difficultés financières. Parce que comme ça, les deux s'enrichissent à peu près en même temps. La règle, c'est t'achètes un appart, il y a ton nom sur les papiers chez le notaire, il y a ton nom sur le crédit à la banque et il y a un compte joint dédié et tu rembourses ta part. C'est ça la règle, en priorité. Mariage, Pacs, quel que soit le régime, tu rembourses et tu laisses des traces. Ton nom sur les papiers, ça vaut beaucoup plus dans une séparation ou dans un deuil que « oui, mais moi j'ai payé toutes les courses pendant 25 ans et une procédure au tribunal qui va durer pendant 10 ans et dont tu n'as pas les moyens ». Donc, la règle, vraiment, et là j'insiste, c'est facile, ça tient en 5 mots. Ton nom sur les papiers. Les papiers officiels. Ouais. Donc l'achat de la maison, de l'appart et le crédit. Je vais aller plus loin. Ton nom sur les papiers et ta présence à tous les rendez-vous. L'arrivée d'un enfant, un déménagement, un changement de job, tu dis dans tes livres que chaque tournant de vie devrait être l'occasion de remettre les finances à plat. Comment on s'y prend concrètement ? Je prends le thème qui nous occupe, c'est l'arrivée d'un enfant. Quelles sont les clés pour justement pas tomber dans un piège à l'arrivée d'un enfant ? Les 3 choses à faire pour éviter que cette répartition inégale des dépenses se fasse subtilement, sans qu'on s'en rende compte. La première des choses à faire, c'est de se
poser à table et de faire les comptes, en fait, de dire voilà, alors nos ressources avant c'était ça et nos dépenses c'était ça. C'est de faire un budget. Aujourd'hui, nos ressources c'est ça. Je te ferai remarquer que tu viens d'avoir une promotion et que moi j'ai gentiment été mise dans un placard et que j'ai pas l'intention de passer au 4/5e, même si je suis tentée. Et puis nos dépenses ont augmenté de temps. Donc voilà, la répartition des revenus dans le couple a changé en ta défaveur souvent. Et le montant des dépenses a augmenté parce que tu as des frais de garde quand tu as un enfant. Et puis, parfois, tu as un appartement plus grand. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et ben, tu te poses sur une table et tu revois la répartition des dépenses et tu refais ton budget et tu regardes qui peut mettre combien de côté. Enfin, et tu fais en sorte que les contributions ne soient pas trop déséquilibrées et que chacun puisse mettre un peu d'argent de côté. Est-ce que à ce moment-là, le Pacs ou le mariage permettent d'assainir et de créer des règles stables et sous quel régime ? Est-ce que ça peut être un moyen justement de mettre à plat cette question financière au moment où l'enfant arrive ? Et si c'est le mariage, quel est le régime le plus conseillé et avec quelles conditions ? Il y a des tas de gens qui se pacsent ou qui se marient sans jamais envisager les questions financières. Si tu vas te marier à la mairie sans contrat, tu peux très bien passer complètement à côté du sujet. Donc, il faut un contrat de avoir mariage. des surprises. Non, en fait, t'es pas obligé d'avoir un contrat de mariage pour certaines personnes. Le régime qu'on appelle le régime par défaut, qui s'appelle la communauté réduite aux acquêts, ce régime-là, il peut être adapté. La question, c'est, en fait, si tu te maries, il faut que tu réfléchisses à tous ces sujets-là et que tu réfléchisses à quel est le régime le plus adapté à ta situation. Et là-dessus, c'est pareil, malheureusement, il n'y a pas de réponse définitive. En revanche, il faut se méfier parce qu'il y a des régimes qui sont plus ou moins faciles à comprendre. Et ça veut dire qu'il faut se pencher sur le sujet, en fait. Faut pas écouter ta mère qui te dit « fais un contrat en séparation de biens » ou ton beau-frère qui dit « ah, la séparation, c'est nul, ça veut dire que vous vous aimez pas ». En fait, ça suffit pas comme niveau d'information. En fait, il faut se renseigner. Il faut creuser, éventuellement il faut aller voir un notaire, il faut lire les bons comptes font les bons amants, il faut creuser le sujet, ça suffit pas. En revanche, je peux te garantir que tu peux vraiment te marier sans jamais avoir abordé les conditions financières et où tu vas entendre le maire à la mairie qui va dire voilà et qui va dire les époux assurent conjointement la direction morale et matérielle de la famille et démerdez-vous avec ça. Bon, ça suffit pas en fait. En fait, le choix d'un régime matrimonial, quel qu'il soit, c'est un choix qui t'engage et surtout qui va être déterminant pour tes finances. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut bosser. Et tu as des gens qui disent, en fait, il faut bosser dessus longtemps. C'est pas un truc que tu fais 15 jours avant ton mariage. Très, très important, ça. C'est pas un truc que tu fais 15 jours avant ton mariage, quand tous les faire-part sont partis et que tu finis par comprendre qu'en fait, le notaire de la famille de ton mec est en train de te faire un contrat vraiment pas du tout protecteur et que tu as juste envie de partir en courant et que tu le fais pas parce que les faire-part sont partis. C'est un truc que tu fais avant de choisir ta robe, avant de choisir le traiteur, avant de réserver la date. Je passe pour une emmerdeuse quand je dis ça, mais le mariage, c'est pas juste une fête qui te coûte 1000 € et qui fait plaisir à tes parents. C'est un truc qui détermine ta vie juridique et financière pendant des années, parfois des décennies et parfois vraiment beaucoup de décennies et qui détermine aussi la façon dont ta sortie s'organise. Donc, c'est pas un truc que tu fais à la légère, quoi. Tu réfléchis encore plus qu'avant de changer de boulot. Tu réfléchis beaucoup, beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de la différence entre communauté réduite aux acquêts et séparation de biens ? Très rapidement, tu as dans la communauté tout ce qui se fait et se gagne avant le mariage, à quelques exceptions près qu'il faut garder en tête quand même, parce que c'est pas le régime le plus équitable qui soit dans toutes les situations. Mais dans une configuration où t'en as un qui travaille et l'autre qui s'occupe des enfants, tout ce qui va être gagné et épargné pendant le mariage sera partagé en deux. Les dettes contractées seront aussi partagées en deux, je précise. Donc, souvent, on voit ce mariage-là comme un mariage équitable. Bémol. C'est pas toujours le cas. J'ai plusieurs bémols. Le premier bémol, c'est que d'abord, dans une configuration où il y en a un qui bosse et l'autre qui bosse pas ou très peu, il y a un truc qui ne se partage jamais. Ce sont les cotisations retraite. Quand tu travailles, tu cotises pour ta retraite et ça, c'est pas dans la communauté. Tes droits à la retraite, ils sont pas dans la communauté. D'accord. Ça veut dire que se croire protégé parce qu'on a un mari ou une femme qui travaille beaucoup et qui gagne beaucoup d'argent et se dire « ah je peux ne pas bosser », eh ben déjà, c'est un danger financier parce que tu ne cotises pas pour ta retraite. D'accord. Et que les cotisations de ton mec ou de ta femme ne seront
jamais partagé. Ça, c'est la première chose. La deuxième configuration dans laquelle ce mariage-là est totalement inéquitable, c'est dans le cas d'un couple dans lequel il y en a un qui a beaucoup d'argent de famille et l'autre qui n'en a pas du tout. Et très souvent, quand c'est comme ça, celui ou celle qui n'a pas d'argent de famille va essayer de développer une carrière un peu costaud pour avancer sur le plan financier. Or, l'argent de la famille, l'argent qui t'est donné, l'argent que tu avais avant ton mariage et l'argent que tu reçois pendant ton mariage par donation ou par succession, même dans la communauté, cet argent-là, il ne se partage pas. Donc, tu vas avoir dans ce type de configuration, je te donne un exemple, monsieur qui prend un job alimentaire pas très bien rémunéré, mais qui se fait pas de soucis parce que il sait que plus tard, il y aura de toute façon de quoi voir venir, et madame qui bosse comme une sourde, qui fait une super carrière parce qu'elle a envie d'avoir un niveau de confort financier important, et souvent, ce sont des femmes qui font vraiment de belles carrières. Tu divorces, ou il y en a un des deux qui meurt. Eh bien, tout l'argent qu'a madame qui vient de son travail est partagé, tout l'argent qu'a monsieur qui vient de sa famille n'est pas partagé. C'est dégueulasse. Et c'est la loi, tu peux pas y faire grand-chose si tu veux. Donc, ça n'est pas cohérent dans ce type de situation. C'est vraiment du cas par cas, hein, le choix d'un régime matrimonial, et ça se change. Quand tu es en séparation de biens, normalement, les masses sont beaucoup plus distinctes. Les comptes qui sont à ton nom restent à ton nom. L'argent que tu gagnes reste à toi. Il y a, selon la façon dont est libellé ton contrat de mariage, parfois un système de partage de la contribution justement au remboursement du crédit immobilier pour la résidence principale. Mais ça dépend de tellement de paramètres que, en fait, c'est vraiment le genre de sujet sur lequel il faut être complètement au clair quand on le fait, et il faut voir un notaire ou une notaire et poser vraiment des questions et vérifier qu'on est bien couvert. Juste, le PACS, c'est un régime séparatiste, et j'ajoute que le PACS ne donne aucun droit sur la succession, contrairement au mariage, quel que soit le régime, et ne donne aucun droit sur la réversion de retraite quand tu te retrouves veuve ou veuf. Le PACS, en apparence, c'est un truc, c'est un papier que tu as signé. En fait, il engage absolument personne, et c'est une illusion de protection. Sur le terrain financier, il faut faire très très attention. Et par ailleurs, dans les couples, ce qui arrive encore très souvent, dans les couples dans lesquels il y en a un qui a fait une belle carrière et l'autre qui a beaucoup ralenti pour s'occuper des enfants, quand il y a une séparation, le PACS ne donne pas droit à ce qu'on appelle la prestation compensatoire, qui est cette somme financière qui va être destinée à compenser un peu les écarts de niveau de vie. Quand tu es pacsé, tu n'as absolument pas droit à ça. Donc attention, le PACS, c'est une illusion de protection, c'est pas du tout une protection. T'abordes aussi un point qui est intéressant, qui est le fait de déléguer entièrement ses finances à son conjoint ou sa conjointe est un très mauvais réflexe. Comment, quand on a eu ce réflexe mauvais parce que justement on n'avait pas que ça à faire et que au-delà des enfants, de notre propre boulot, on a laissé de côté nos déclarations d'impôts, comment on peut essayer de reprendre le contrôle, de remettre le nez dedans, même quand on n'aime pas les chiffres et l'administratif? C'est de récupérer tous les codes, les numéros de compte en banque, etc., et d'aller mettre le nez dans les comptes. Première chose. Après, dans les comptes, on peut voir des choses qui nous effraient ou au contraire des choses plutôt rassurantes. Mais de toute façon, il faut comprendre ce qu'il y a dans les comptes. Puis si on ne comprend pas, on voit des professionnels, on se forme. Alors moi, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus parce que se former, évidemment, je prêche pour ma paroisse parce que je fais des ateliers d'éducation financière, mais il y en a un peu partout. Se former et comprendre ce qui se danse dans ses finances, c'est fondamental. Ça te donne une confiance dingue. Ça te permet d'avoir des discussions d'égal à égal avec ton banquier ou ta banquière. Ça te permet de poser les questions, y compris les questions qui fâchent, à une notaire. Ça te permet aussi parfois de demander à ton mec pourquoi il a pris cette décision-là qui est 10 fois plus risquée que ce à quoi toi, tu es prête. Si tu comprends, tu vas être capable d'avoir des discussions d'égal à égal. Si tu comprends pas, tu vas te faire endormir. Et moins tu comprends, plus tu vas te faire endormir. À la fois par les professionnels et par la personne avec laquelle tu vis, pas forcément parce qu'elle est mal intentionnée, mais parce que flemme d'expliquer à quelqu'un qui a rien capté, quoi. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de s'occuper de tout, mais c'est de garder la main quand même et la compréhension de ce qui se passe. Ça veut dire que du côté de celui qui gère le plus, il faut une transparence et il faut dire voilà, j'aimerais qu'on fasse ça, je voudrais qu'on fasse ça, qu'est-ce que t'en penses? Et il faut discuter quand même les grandes opérations et expliquer un peu ce qu'on fait. Du côté de celui ou celle qui ne gère pas, il faut s'astreindre au moins à un truc, la déclaration de revenus. Je te promets que si tu
regardes ta déclaration de revenus et que si tu la comprends, parfois tu as des surprises agréables ou très désagréables, mais c'est un élément dans lequel il y a beaucoup d'informations qui te sont accessibles si tu es marié ou pacsé, puisque tu fais une déclaration commune. Il faut à minima s'occuper de la déclaration d'impôt, c'est-à-dire regarder l'affaire à deux. Moi, j'aime bien l'affaire à deux derrière un ordi et sans parler et dire « Ah ouais, on a gagné tout ça cette année » ou on a « Ah bah dis donc, c'est une année un peu moins festive, comment on va faire, comment on répartit les impôts, comment… » Enfin, il y a tout un tas de sujets, c'est un très bonne source d'information. Il faut se former. En fait, on peut pas suivre les notes de ces gamins à l'école tous les trimestres. On peut pas aller aux réunions de parents d'élèves, regarder un peu les résultats de nos enfants et se désintéresser de nos propres résultats. C'est-à-dire, alors évidemment, il y a d'autres résultats que les résultats financiers, mais en réalité, tes résultats financiers, c'est-à-dire combien tu as gagné, combien tu as épargné, comment tu t'enrichis au fil de l'eau ou pas, quels sont les bons choix, quels sont les mauvais choix. Faire ce bilan ensemble. Pas très difficile à faire. Je passe mon temps à dire à des femmes, vous faites au quotidien des choses infiniment plus compliquées que de comprendre vos finances. Alors justement, cette compétence, moi je veux parler de tes ateliers. Est-ce qu'il faut plusieurs ateliers pour avoir ces compétences de base pour gérer ses finances de couple et perso? Combien de temps ça dure? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut y passer toute une année? Est-ce que c'est un mercredi? Je fais une espèce de package parce que je trouve qu'il y a quand même, si tu veux, un minimum de choses à connaître et à comprendre. Donc moi, je fais un package de 5 ateliers. Dans ma série de 5 ateliers, donc c'est pas un système où tu peux prendre à la carte, c'est un système où tu viens pour les 5. Tu as un atelier sur le b.a.-ba et la construction un peu harmonieuse d'un patrimoine financier et immobilier. C'est-à-dire quels sont les bons équilibres à viser et les bons réflexes, les grandes familles de produits, etc., pour avoir un peu la grande image. Il y a un atelier sur l'immobilier et on passe beaucoup de temps sur le crédit parce que le crédit n'a pas bonne presse en ce moment et c'est bien dommage, même s'il est cher. Il y a un atelier sur la bourse, qui est probablement l'endroit dans lequel il y a le plus de jargon et qui est franchement aujourd'hui extrêmement accessible avec beaucoup d'outils très délégués et avec des tout petits prix d'entrée. Donc, il ne faut pas se brider là-dessus. Il y a un atelier sur les impôts parce que comprendre comment on calcule tes impôts et comprendre ta feuille d'impôt, c'est non seulement vital pour tes finances, mais aussi parce que on est toutes des citoyennes et que le payer ses impôts, c'est un acte citoyen et que c'est bien de comprendre pourquoi c'est calculé de telle manière, etc. Et puis, il y a un atelier sur l'argent dans le couple. Il y a 2 versions. Il y a une version en Zoom où j'ai essayé de compresser ça sur un peu plus de 15 jours, c'est-à-dire c'est 3 lundis et 2 mercredis soirs, de 19h à 21h, on tire un peu vers 21h30, pour pas perdre l'enthousiasme en fait. En moins d'un mois, t'as fait tous tes ateliers, en moins de 3 semaines. À Paris, j'ai fait une version bootcamp un peu punchy et un peu plus accélérée avec les 5 mêmes ateliers dans un café. Là, on s'enferme tout un samedi, toute la journée. C'est intense. C'est intense. C'est dense, mais on repart avec les connaissances et les compétences de base. Et comme il y a beaucoup d'informations dans la même journée, on fait un atelier, une session débrief la semaine d'après parce qu'il y a plein de trucs qui ont été posés. Il y a, chacun est allé voir sa situation personnelle et des questions à te poser. Ouais. Donc tu joues un peu un rôle de conseil à ce moment-là. Alors non, c'est important de bien faire la différence. Les ateliers, c'est des endroits pour se former. C'est pas des endroits où on peut passer 2 heures sur un cas individuel. On est entre 12 et 14. Toi, tu formes. Si tu conseilles, c'est une autre prestation. Le conseil, c'est autre chose. C'est une autre prestation. C'est très encadré en France, le conseil. Donc, autant expliquer des grands mécanismes et des grands principes, je peux le faire sans aucune paperasse. Autant, dès que je me lance dans un conseil financier, il faut que je fasse remplir beaucoup de papiers et je le fais pas comme ça. Et a fortiori, devant 12 autres participantes qui sont pas concernées par le sujet, c'est pas du conseil, les ateliers. Bon, après, il y a quand même des grands principes qu'on peut délivrer et qui sont, je pense, très utiles pour la suite. Lequel de tes 2 livres tu conseilles pour commencer à se former? Eh ben, je pense qu'il faut lire Autune citoyenne. Autune citoyenne, c'est un livre qu'on a écrit avec Insaf El Hassini. Pour présenter Insaf, c'est la fondatrice de Ma Juste Valeur. C'est une pro
de la négociation salariale et de la négociation de rémunération. Moi, je regrette beaucoup d'avoir rencontré INSAF il y a 4 ans seulement, parce que je pense que j'aurais beaucoup plus avancé si je l'avais connu plus tôt. Bon, mieux vaut tard que jamais. Dans Une citoyenne, en fait, on a voulu faire une approche un peu globale des finances, parce qu'il y a évidemment la façon dont tu gères et dont tu investis tes finances, mais c'est plus facile de gérer et d'investir tes finances quand tu gagnes de l'argent et quand tu gagnes correctement ta vie et quand ton travail est valorisé correctement que quand tu rames pour avoir 2% d'augmentation par an alors que l'inflation est à 2, ça ne va pas. Ce livre, il est utile à double titre. Il est utile pour t'apprendre à négocier tes salaires ou tes tarifs d'indépendante et pour trouver tous les arguments. Et puis, il est utile aussi pour t'apprendre à les bases de ton budget et puis pour t'apprendre et te donner les grands principes pour investir. Donc ça peut être une bonne intro avant tes ateliers. C'est une très bonne intro. Je le dis sans fausse modestie, c'est un très bon bouquin, très utile. Et j'ajoute que c'est un bouquin dans lequel on a beaucoup alerté, et je pense que c'est très important qu'on soit très éveillé là-dessus, sur le fait quand même qu'on vit dans une société qui ne défend pas les intérêts financiers des femmes. Il faut le savoir. On vient de passer là au taux individualisé pour les impôts, donc un taux qui serait plus conforme à l'argent que tu gagnes plutôt que de te voir payer une partie des impôts de ton mec pendant quelques années quand il gagne plus que toi. Cet état de fait, si tu veux, il a fallu 6 ans entre l'arrivée du prélèvement à la source et ce moment où on a dit d'office, dans un couple, celle qui gagne le moins ou celui qui gagne le moins va payer moins d'impôts, va être moins prélevé, et celui qui gagne le plus va être plus prélevé. Il a fallu 6 années pour qu'on y arrive. Est-ce que c'est normal ? C'est un exemple. Mais la société pas la priorité. Se moque totalement des intérêts financiers des femmes. Et on est quand même dans une tendance où les intérêts des femmes, d'une façon générale, on s'en moque de plus en plus et on s'en désintéresse, on voit un recul. Ça veut dire, malheureusement, et parfois j'ai l'air de mordre quand je dis ça, mais en fait, ça veut dire que ça dépend de nous. Que personne ne va défendre tes intérêts à ta place et que ça va être 2 fois plus difficile pour toi de défendre tes intérêts. Tu gagnes 2 fois moins d'argent, tes intérêts sont 2 fois moins défendus. Il faut que tu montres 4 fois plus les dents. Merci. Avant de terminer, je voudrais que tu me rappelles en 3 mots les 3 principes non négociables pour gérer ses finances perso quand on est en couple et qu'on est une femme. La première règle, c'est parler et exiger de l'autre qu'il accepte de parler. Ça, vraiment, s'il n'y a pas de dialogue, c'est un red flag. La deuxième règle, c'est partager les infos et essayer de prendre les grandes décisions à 2, que tout le monde se penche sur le sujet. On ne peut pas rester à l'extérieur du sujet. À l'écart du sujet, c'est suicidaire. Et la troisième règle, c'est de faire régulièrement ce que j'appelle le crash test financier du couple. Parce que de temps en temps, on pense qu'on s'en occupe et puis il y a des petites zones qui sont restées un peu grises. Et alors le crash test financier du couple, c'est une façon de dire « Ok, on va se poser un certain nombre de questions et on va voir si on a les réponses et comment ça se passe si on divorce, parce que j'en ai marre, parce que tu en as marre, ou si tu meurs ou si je meurs. » C'est pas... On fait une simulation, quoi. Ouais, c'est pas un moment très agréable, hein, clairement. Mais parfois, ça ouvre un peu les yeux et ça t'alerte sur la nécessité de prendre des dispositions rapidement pour vous protéger l'un et l'autre, quoi. C'est pas à finir sur une note très douce, mais en réalité... On n'est pas sur de la douceur aujourd'hui. Faut pas être naïve là-dessus. C'est trop important. Ma grande surprise dans les dernières années, finalement, quand j'ai commencé à me pencher un peu plus sur le sujet, c'est de me rendre compte que à nos générations, à la mienne, moi j'ai 50 ans pile poil, mais aussi aux générations des femmes qui ont 35-40 ans, on était aussi naïves que les générations de nos mères. J'en ai été très surprise. Et par ailleurs, il faut savoir que non seulement on est aussi naïve que nos mères, mais on n'a pas du tout les mêmes filets de protection parce que justement, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas mariés ou on est pacsé, enfin on est en union libre ou pacsé et on n'a pas les filets de protection du mariage. Donc c'est vraiment une illusion d'autonomie financière qui nous coûte très cher au moment où on se retrouve seul, quelles que soient les raisons pour lesquelles on se retrouve seul. Et donc
c'est un sujet j'allais pas dire de santé publique, mais c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est vital pour nous. C'est notre survie économique et la façon dont on vit dans les prochaines années ou dans les 10, les 20, les 30, les 40 prochaines années. C'est fondamental. Merci Héloïse. Je rappelle le titre Marine. Du livre qui est paru chez Alizio, c'est Autune citoyenne. Et on peut te suivre et voir tous les détails des ateliers sur le compte Insta Oseille et compagnie. Merci beaucoup. À bientôt. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.